Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Femmes inspirées inspirantes. Aujourd'hui, mon invitée est une afro-féministe. Elle est également journaliste et tient la Diaspora Chuchote. Nous allons accueillir Achezo Ambali. T'as trouvé? Viens, on peut le faire. Okay, bonjour. Bonjour Achezo. Bonjour Martine. Alors, mais tu peux... Je partage. Oui. Alors, je vais commencer par ça parce que je l'ai partagé hier. Et puis, parfait. Donc, voilà, nous y sommes. Achezo est en train de partager le live sur sa page aussi. Donc, on va attendre un petit moment qu'elle fasse ça. Ouais. Et puis, ça sera go. Et voilà. Et moi, on est sûr que la vidéo est dans le bon sens. Parce que Oui, parfois, elle est dans le bon sens. souvent, c'est mon stress de voir est-ce que c'est en train d'être publié dans le bon sens. Alors, Achezo. Alors, tout à l'heure, Achezo m'a demandé comment je trouve les femmes avec lesquelles je fais des interviews ici. Tout à fait. Je lui ai dit que je scrolle, je cherche sur LinkedIn, sur Facebook. Certaines, je les connais déjà, ou d'autres, on a discuté sur les réseaux sociaux. Et certaines, comme Achezo, on ne s'est jamais rencontrées. J'ai vu son profil sur LinkedIn. J'ai trouvé qu'elle faisait des choses magnifiques. Et donc, je lui ai demandé si elle était OK pour que je fasse cette interview avec elle. Merci beaucoup d'avoir accepté. En tout cas, d'avoir été invitée. C'est un grand plaisir. Merci pour moi aussi. Alors, dis-nous, qui es-tu? Que fais-tu? C'est quoi ton parcours? Enfin, moi, j'ai été voir un peu. C'est très intéressant, mais laissons-lui la parole. Alors, qui je suis? Eh bien, je m'appelle Achezo Ambali, je suis congolaise, j'ai 34 ans et je suis maman d'un petit garçon de 9 ans. Ok. J'habite à Bruxelles et puis je suis passionnée de médias. Okay. Et donc, d'où le parcours qui m'emmène aujourd'hui à la Diaspora Chuchote et aujourd'hui dans ton talk show. Alors, la Diaspora Chuchote, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Donc, à la base, la Diaspora Chuchote, c'était un dossier mensuel qui se déroulait dans l'émission Sous l'arbre à palabre, donc sur Radio Campus. C'est un dossier, en fait, qui traite des thématiques de la diaspora avec un œil différent, en fait, de ce qui se passe en Belgique, mais avec l'œil de la diaspora. Okay. On l'avait initié avec Jordania Lugeri, qui était aussi à la radio à ce moment-là. Et puis après, j'ai repris l'émission seule, toujours dans Sous l'arbre à palabre. Et puis on a essayé d'emmener d'autres filles et tout, parce que c'est important que les filles et les femmes soient présentes, dans les médias. Tout à fait. Et il y a un an, donc j'ai quitté l'émission Sous l'arbre à palabre, et puis j'ai repris la Diaspora Chuchote avec moi, et j'ai décidé de le développer en web média, radio, podcast, et voilà. Ok. Et donc c'est ce que j'essaye de faire maintenant. Et comment tu trouves, parce que j'ai regardé un peu, j'ai vu des profils différents. Comment tu trouves les femmes dont tu parles dans la Diaspora Chuchote? Donc un peu comme toi, je stalk. Je stalk, je vais sur Google, je cherche. Parfois c'est aussi par rapport à l'actualité. Parfois c'est par rapport à des personnes qu'on me recommande, etc. Okay. Et donc j'entre en contact avec ces personnes et je leur demande si elles sont prêtes à faire une interview, si elles veulent bien parler de leurs activités, etc. Ou parfois par rapport à des événements socioculturels. Ok. Est-ce qu'on peut vérifier si on a le son? Oui. Oui, je pense que... Ah oui, je mets... J'ai mon téléphone ici. Comme ça, Donc, Vous nous entendez bien? Alors bonjour Isabelle, bonjour Kié, bonjour Michel. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. C'est très bien. Parce que je sais que j'avais arrêté, enfin j'avais mis mon téléphone sur silencieux. D'accord. Donc je voulais juste m'en assurer. Alors, mais la Diaspora Chuchote, l'objectif c'est quoi derrière? Alors, il y a plusieurs objectifs. D'abord, il y a un objectif d'information. Oui. Donc d'informer la diaspora sur ce qui se passe dans son environnement, en l'occurrence ici en Belgique et plus spécifiquement à Bruxelles, parce que je suis à Bruxelles et que voilà, c'est encore nouveau, donc ça se développe. Donc être au fait des actualités qui peuvent impacter le quotidien, donc les changements de loi, les changements même de législation, les élections qui arrivent, etc. Oui. Et la deuxième chose, c'est effectivement d'avoir un avis plus critique aussi sur l'actualité en tant que citoyen afrodescendant. Et le troisième point, c'est de valoriser tout simplement les
initiatives de la diaspora. D'accord. Donc pas toujours montrer du misérabilisme, mais montrer que voilà, il y a plein de gens qui font plein de choses super intéressantes, professionnels qui réussissent très bien, qui sont hyper rigoureux et hyper performants dans ce qu'ils font et qui sont juste issus des communautés noires, mais on n'en parle jamais dans les médias mainstream. Ok. Pendant que tu parles de ça, ça me fait penser à Chuna Nkounda. Tout à fait. Tu vois ce que... Oui, okay. je l'ai interviewé hier d'ailleurs. Ok, oui. d'accord. La vidéo arrive. Ah, ok. Oh, j'ai peut-être été trop vite alors. Non, du tout, c'est pas... du tout. D'accord. Non, pas du tout, c'est parfait. Parce que c'est vraiment ce qu'elle porte aussi en ce Oui. moment, sauf qu'elle englobe une grande diversité. Oui. C'est pas seulement la diaspora Oui. africaine, enfin, c'est vraiment... Donc, dans ce que quand tu as parlé, j'ai fait, ah tiens, tu l'as, quoi. Ok. Et comment tu es arrivé là-dedans? Comment tu es arrivé à être journaliste ou à t'intéresser à cette problématique En fait, ça a commencé il y a déjà assez longtemps. Oui. J'avais 19 ans. D'accord. Et j'ai fait mes premiers pas donc, dans l'émission Solar à Palabre. Tu peux nous en dire un peu plus Oui, Solar à Palabre, qu'est-ce que c'est? la première émission panafricaine et la plus ancienne au jour d'aujourd'hui en Belgique. Et donc à Bruxelles, qui passe sur Radio Campus et qui a été initiée par des étudiants en fait, afrodescendants qui étaient ici et puis qui ont commencé à parler des nouvelles du pays et puis à s'élever contre les dictateurs, etc. Et puis ça a pris de l'ampleur, ils ont formé des jeunes, etc. Et donc c'est comme ça que l'émission continue. Et j'ai eu la chance de commencer dans cette émission. On m'a formée, donc j'ai commencé par faire l'agenda. Et puis au fur et à mesure, j'ai pu faire des dossiers moi seule, proposer des thématiques. Et vers la fin, je faisais même le journal. Donc j'étais super contente. J'étais super contente. Et vraiment, non seulement ça apprend à faire de la radio, donc la rigueur radiophonique, mais aussi la rigueur de réflexion, d'analyse, dans la sémantique, comment appeler un président qui est depuis 30 ans au pouvoir, on ne dira pas un président, on dira peut-être un dictateur ou un autocrate, et tout ça. Et donc de ce côté-là, et ça m'a vraiment forgé, et puis ça m'a ouvert les yeux sur l'environnement tout simplement dans lequel j'évoluais, puisque je ne viens pas de Bruxelles. Et je peux dire que c'est à Bruxelles que j'ai rencontré plus de racisme, ou peut-être que j'ai ouvert les yeux sur le racisme, je peux dire ça comme ça. Ok. Et tu étais où avant? À Namur, Profondeville précisément. Ok. Et tu n'as jamais ressenti ou vécu la... Mais avec le recul, voilà, je me dis peut-être que j'étais dans le déni. Ok. C'est intéressant. Peut-être que j'étais dans le déni. On n'était pas beaucoup de noirs, donc on était la seule famille noire avec une autre, et donc dans ces cas-là... Très visible du coup, enfin très visible. Oui, visible, mais c'est pas des notions qu'on a, et puis c'est pas des notions que les parents inculquent non plus, ils inculquent plutôt le se fondre dans la masse et se comporter de façon à ne pas dénoter de ce qui est là, et donc le racisme, on ne sait pas trop J'ai si toujours on le subit ou pas. Ça me fait toujours un peu bizarre de dire de pas dénoter. Je veux dire, si tu es noir au milieu des blancs... Ah oui, mais on essaie de s'habiller bien comme eux. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais on dénote, mais on ne se rend pas compte qu'on dénote. mais c'est comme, parfois, j'écoutais Chimamanda Ngozi, j'adore cette femme, qui disait qu'elle n'avait pas conscience d'être noire jusqu'à ce qu'elle aille aux États-Unis. Et que là, elle dit, mais tu te rends compte, à Lagos, au Nigeria, je suis noire parmi d'autres noirs. Donc, je ne me lève pas le matin en me disant, je suis noire. Mais moi, j'ai même envie de dire que même ici, je ne me lève pas le matin en me disant, je suis noire. Jusqu'à ce que je sois en face de quelqu'un qui me dit, ah, mais tu me fais penser à quelqu'un. Ah ouais. Tu vois? Et je me dis... à quelqu'un, et puis la personne me montre une femme noire, et je me dis, qui ne ressemble pas du tout en général. Mais pourquoi je lui fais penser à cette femme? Parce qu'elle est noire, ou parce qu'elle défend les mêmes idées que moi, ou tu vois, et ça me ramène à ma couleur du coup. Je dis, ah ok, je suis ma couleur, ou tiens, ça me fait penser aussi à un autre livre, Noir n'est pas mon métier. Voilà. C'est très curieux cette notion. Est-ce qu'on parle de ça maintenant? Allons-y. Mais c'est toujours... Et je suis choquée à chaque fois.
Parce qu'on est dans une discussion où nous sommes en train de défendre des idées, notamment dans le networking féminin, et tu parles des choses, et tout à coup, on te ramène à... Ah, tu me fais penser à une autre femme noire. Je dis, mais qu'est-ce que ça vient chercher dans alors la que discussion? l'inverse... Mais oui, enfin, je peux te faire penser à une femme blanche qui pense comme moi, une femme asiatique, à une femme, je sais pas, indienne, j'en sais rien. Mais pourquoi nécessairement une femme... Enfin bon, donc oui, quand je me balade dans la rue, je ne me dis pas « Oh, je suis une femme noire, je ressemble à une autre femme noire. » Anyway, c'est... Et oui, c'est des longs débats en tout oui, cas. Oui, ça peut vraiment faire, bah, tiens, l'objet d'une toute une émission. Oui, d'un talk show. C'est... Alors, est-ce que tu as, dans ce métier-là, dans ce parcours, tu as forcément rencontré des challenges, des défis? Comment est-ce que tu les as relevés? Des challenges, oui. Bon, un de mes challenges, en tout cas, dans Solar Palab, c'est de recruter des filles. Donc, d'avoir des filles qui viennent à l'émission. Parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué. Enfin, pas compliqué, mais ça demande une rigueur. C'est tous les dimanches. Et donc, tous les dimanches après-midi étaient occupés. En amont, ça demande une préparation. Et je trouvais qu'il était important d'avoir des voix féminines. Oui. Et c'était toujours un peu ardu. Les premières émissions, ça allait, puis après, sur la durée, les occupations font que parfois c'est la vie familiale aussi, ou la vie amoureuse, qui fait qu'on ne peut pas à long terme garder ce rythme. Ou les priorités. Ou les priorités, tout simplement, parce que c'est... Oui, parce qu'on a une vie de toute façon. On a une vie et que c'est le week-end et que... Nous, on est là aujourd'hui, c'est le week-end. Non, c'est vrai, tout à fait. C'est une question de priorité aussi, je trouve. C'est comme des amis qui te disent ah, mais je peux pas te voir parce que j'ai pas le temps. Oui. Après, on dira on a le temps pour ce qu'on veut. Bien sûr. On trouve le temps. Donc, ça, c'était un de tes challenges. Et comment tu l'as relevé, ce défi? Ben, j'ai aussi trouvé des jeunes filles comme ça qui étaient, pour moi, qui avaient énormément de potentiel. Et qui ont rejoint l'émission. Certaines sont restées, d'autres sont parties. Et on a encore deux d'ailleurs, Médiatrice et Mireille, qui sont toujours dans l'émission Solar Palab. Ok. Donc voilà, ça c'était un défi. Et puis après, le défi maintenant, c'est de rendre la diaspora chuchote comme une référence. D'accord. Oui. Bah, j'ai vu qu'il y a beaucoup de likes, il y a les gens adhèrent, donc ça fait plaisir. Ok. Est-ce que tu as des croyances limitantes, ou en tout cas une croyance limitante? Qu'est-ce que ça serait? Comment... Croyance limitante. Oui. Bon, après, j'ai l'impression de me confesser. Ah, on va arrêter la caméra un petit moment. Non, ça va. Faire ça entre nous. Une croyance limitante, j'ai toujours l'impression que je ne suis jamais assez prête. Ah. Et donc ça, il y a une dame qui m'avait dit ça récemment, c'est un sentiment d'illégitimité, voilà. Toujours l'impression de ne jamais être assez prête pour faire quelque chose, jamais. Donc ça fait que je me forme en permanence, en me disant toujours que au c'est moins jamais assez. Ok. Ouais. Et donc ça, c'est limitant parce qu'il y a plein de choses que je pourrais, je pense, faire, mais je n'ai jamais... oui, justement, j'allais dire, est-ce que ça te freine alors? Ça t'arrête de démarrer des... Ok. Oui, énormément. Mais j'y travaille, et c'est en bonne voie, mais c'est... Et du coup, j'ai envie de dire, est-ce que tu trouves que la diaspora chuchote est parfaitement parfaite? Non. Mais pourtant, tu es lancée, tu es dedans. Oui, je me suis lancée parce que j'avais plus le choix. Donc j'arrivais au bout d'un cycle et je devais me lancer. D'accord. Mais entre avril et puis vers novembre, quand j'ai commencé les vidéos, il y a eu tout un temps où j'avais d'abord démarré une autre web TV, Acad TV, pour les femmes seules. Et après on m'a dit non, mais parle aussi des hommes, parle de tout. Oui. Tu ne peux pas parler que des femmes seules en parlant de la communauté, on a des problématiques beaucoup plus larges. Et donc j'ai repris la diaspora shot et il y a des choses que je ne fais pas encore parce que je ne me sens pas prête, mais je me force à avancer quand même. Quoi. Bien sûr. Ouais. Enfin, je prenais cet exemple pour dire qu'il y a quand même plein de choses que tu fais. Oui, si tu as commencé la diaspora chuchote, mais parfois, ça veut dire que tu t'es décidé, tu t'es lancé. Oui. Et que tu vas continuer de toutes les façons
travailler là-dessus Oui. et pour faire avancer les choses. Oui, tout à fait. Donc, je me fais violence, mais voilà, j'avance petit à petit. Le syndrome de la perfection, peut-être? Ou Ou vraiment le sentiment d'illégitimité? Je pense vraiment sentiment d'illégitimité et pas syndrome de la perfection, mais syndrome de si je le fais pas bien, pas que ça vaut pas la peine de le faire, mais j'aime pas qu'on critique ça. Donc j'essaye de le faire le mieux possible pour pas qu'après on ait à dire ça, parce que ça me touche énormément quand je me donne dans quelque chose et qu'après je qu'il y a reçois des critiques qui ne sont pas constructives. Oui. Voilà. Donc j'essaie de faire au mieux. Et puis j'ai des amis qui sont assez perfectionnistes et qui m'ont entraîné. Elles se reconnaîtront, qui m'ont entraîné dans des systèmes de. Ok. Ouais. Bon. Je pense que les femmes qui regardent, elles entendent très bien et comprennent très bien de quoi nous parlons ici aujourd'hui. Donc oui, mais je pense que c'est toutes les femmes déjà qui ont un peu ce truc de on doit toujours faire mieux pour ne pas... pour justifier qu'en fait on peut être là, quoi. Oui, le sentiment d'illégitimité, ça me parle. Oui. Mais non. Pas pour tout, mais notamment, moi j'ai changé de vie, de métier, il y a bientôt 3 ans. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, à vraiment répondre à la question « Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ah oui. J'ai eu du mal à dire que je suis conseillère en images, comme si c'était emprunté, comme si j'étais pas à ma place. Tu vois, et ce qui m'a aidée, c'est d'écrire mon livre. Et à partir de ce moment-là, je me sentais légitime, je me sentais, je pouvais dire à haute voix, avec une expression corporelle qui disait la même chose, parce que 3 ans plus tôt, je le disais, mais mon expression corporelle ne disait pas la même chose. Trahissé. Oui, tu vois. Et donc ça m'a aidé. Mais c'est que pour, oui, le sentiment d'illégitimité. Je comprends bien ça. Bon, merci. Alors, quel était ton style à 20 ans et quel est ton style aujourd'hui? Alors... Est-ce que ça a changé? Oui, qu'est-ce qui a changé? Ah d'accord, ok. Donc, j'estime que j'ai jamais eu vraiment de style, mais j'ai eu des périodes. Donc, vers 20 ans, j'avais des rajoutes blondes, lisses. Ok. Queen Bee, quoi. Oui, c'est ça. Beyoncé est passée par là. C'était mes années Beyoncé. Je me prenais pour Beyoncé. Mes sœurs m'appelaient Beyoncé. Ah oui, en plus. Génial. Donc, j'ai eu cette période-là. Et puis, après, j'ai eu une vie beaucoup plus classique. Et puis, j'avais toujours des cheveux et des rajoutes et tout, mais noirs. Non, pas plus blanc. Voilà. Et puis, à force de militantisme, j'ai arrêté tout ce qui était perruque et tissage. Et puis, je suis revenue au piqué lâché et au rasta parce que ça me semblait plus authentique. Oui. Et puis, je suis quand même revenue un peu après au tissage. Et puis, j'ai décidé de couper. Et maintenant, je suis très bien comme ça. Bon, après, je sais pas, peut-être qu'un jour, je repartirai sur du blond. Bien sûr, les femmes, nous aimons beaucoup changer. Voilà, changer mais de coiffure. pour l'instant, je me dis, ok, ça va comme ça. Ok. Ouais. Et souvent, je pense que c'est Chanel qui le disait, une femme qui change de coiffure, c'est vraiment un changement de vie. Oui. Et si tu regardes, si tu observes bien dans tout ce que tu m'as dit, ça doit correspondre à des périodes de ta vie où tu changeais. Exactement. Ça parle très fort, une femme qui change de coiffure. Et donc, ton style aujourd'hui, comment tu le décris? Je trouve que j'ai pas vraiment de style, donc je fais au mieux. Ok. Je fais au mieux pour avoir un style qui passe entre guillemets partout et dans lequel je me sens à l'aise. Et j'essaie quand même d'être un peu féminine, mais des fois, des fois le côté pratique prime. Et je dirais pas que j'ai un style, donc, mais un j'essaie. style confortable alors, parce que style confortable, au sport, classique, rock, romantique. Non. Fashionista? Même pas, non. Ok, donc... Mais j'aimerais, mais voilà. Tu aimerais? Ouais, j'aimerais avoir un style, plus coloré, plus
plus personnalisé, oui, j'aimerais bien. Ok, mais ça se travaille, tu sais. Oui, mais il faut oser. Bien sûr. Quelle est ta définition de la beauté? Alors, la beauté, pour pas faire dans les grandes phrases philosophiques, je dirais que la beauté, c'est quand en fait on se sent bien dans ce qu'on est, enfin dans ce qu'on fait, dans ses relations, Oui. et l'assurance, et quand on se sent en plein succès. Ok. Donc, peu importe peut-être la tête qu'on a, mais quand on est dans cet état-là, on rayonne et les Rayonne. gens le voient en plus, Oui. vraiment. C'est vrai. Et ça, c'est top. Ok. Ouais. Et c'est quoi tes secrets de beauté? D'abord du sommeil. Ah, oui. Une bonne nuit de sommeil, et quand je me lève bien, je me sens bien vraiment, Ok. et ça se voit. Mhm. Autre secret de beauté, quand je suis amoureuse aussi, je me sens bien. Ok. Et je sens aussi que je rayonne, et je le vois, et les gens le voient. Et quand je vois que j'atteins mes objectifs, en fait, quand je me sens bien, je me sens belle, et Ok. je ne remets pas ça en question à ce moment-là, en tout cas. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une femme ou des femmes qui t'inspirent, enfin, j'ai dit ton style, mais ça peut être dans ta vie privée, professionnelle, dans ton métier, dans... Oui, alors juste qu'il y a peu, Oprah m'inspirait beaucoup, mais après ces derniers commentaires sur Michael Jackson, je suis un peu mitigée. Ah oui, c'est vrai Ouais. qu'il y a tout Ouais. un grand débat là-dessus. Voilà. Ok. Et je suis fan de Michael Jackson, donc ça passe difficilement. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué cette C'est question, très compliqué. Ouais. parce qu'il a été enfin, blanchi, j'ai envie de dire, quand, On peut le dire. oui, enfin, lors de son procès avant, Mhm. enfin, quelques années plus tôt. Et donc aujourd'hui, Oui. ça revient. Mais c'est vrai que, enfin, voilà, si on ne va pas parler de pédophilie ici, mais dès qu'on parle de pédophilie, il faut penser à tous ces enfants qui ont été. Après, Mais qu'il voilà. soit coupable ou pas, c'est une chose, mais ce qui me touche, c'est qu'Oprah se pose en justicière, Ouais. alors qu'il y a plein d'autres personnes, d'autres ethnies qui ont fait des choses semblables ou pires. Enfin, on n'est pas dans une gradation non plus, et pourtant on passe leurs titres, on ne les condamne pas autant, d'autres continuent à faire des films, etc. Mais voilà, Michael est mort, il est là où il est, et maintenant on va commencer à détruire toute son œuvre Ouais, c'est ça qui est un peu... sur base de témoignages qui viennent après sa mort, voilà, et qu'elle se mêle à ça et qu'elle insiste, en fait, ça m'a un peu... Oui, c'est vrai que Ouais. je pense que dans la communauté noire, il y a cette grande question. Pourquoi Oprah est en train Ouais. de faire ce qu'elle est en train de Voilà. faire? Enfin, Et bon. donc, mais elle faisait partie des femmes qui m'inspirent Ok. énormément. Mhm. Et puis il y a plein de femmes que je rencontre au quotidien qui m'inspirent tous les jours. Récemment, j'ai fait l'interview de Rebecca, donc Oui. la jeune boxeuse. Oui. Et quand je vois sa force, sa détermination, le temps et le cœur qu'elle met à ses entraînements pour atteindre justement cette première place, parce qu'elle est vice-championne du monde et d'Europe, Wow. ça m'inspire. Je me dis, waouh, c'est l'alimentation, c'est le sommeil, c'est tous Faut les être jours. Quoi. déterminé, Pour, je sais pas, 15 minutes de combat, je pense, tous les X temps. J'ai aussi vu Shuna hier, qui m'a raconté son parcours. Ça m'a énormément inspirée, parce qu'elle a fait aussi de la télé, elle a fait de la radio, elle a fait de la communication. Et maintenant, elle a mené une campagne sur la diversité, mais Énorme. nickel. Voilà. Ouais. Et j'espère aussi la voir ici dans ce canapé. Je pense que ça ne saurait tarder. Et tout ça m'inspire. En fait, je vois vraiment comment les femmes, principalement, se démènent au jour le jour pour atteindre leurs objectifs, leurs rêves, si on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Et ça m'inspire, en fait. Je me dis, waouh, et tout. Et j'aime me laisser émerveiller. Et ça m'inspire, et je puise dans ça tous les jours. Okay. Vraiment tous les jours. Et moi, ce qui m'inspire, en plus, dans ce que tu dis, c'est que tu viens de citer 2 femmes que nous pouvons rencontrer dans la rue. Ouais. Tu vois, qui sont proches de nous, parce que souvent, nous rêvons de Queen Bee, de Oprah, d'autres femmes qui sont très loin, qui sont très médiatisées, mais pourtant, à côté de chez nous, dans notre rue, il y a des femmes qui se battent pour poursuivre leurs rêves et vivre leurs rêves. Énormément. Et c'est bien, pour moi, c'est ça les rôles modèles, en fait.
celle que tu peux rencontrer à la boulangerie, et elle est en train d'acheter sa baguette en même temps que toi. Parce qu'en plus, tu peux lui parler, comme je dis, tout de suite j'ai dit, Tuna, ça fait un moment, j'espère la voir ici. Parce qu'elle, je peux lui parler, elle, je peux m'inspirer, mais directement d'elle, pas seulement quelque chose que je vois sur un papier glacé ou sur Internet, tu vois. Ouais. Alors, quel rapport entretiens-tu avec ton corps, ce héros? Alors, jusqu'à, on va dire, mes 18-19 ans, un rapport très... Enfin non, je dirais bien, parce que je maîtrisais vraiment mon corps. Donc, je faisais beaucoup de sport. Si je voulais maigrir, je maigrissais. Enfin, c'était... Voilà, je maîtrisais mon corps. Et puis, après la naissance de mon fils, c'était plus pareil. Il est parti en vrille, le voilà, corps. il est parti en vrille. Donc, il a décidé de faire ce qu'il voulait. Sans te demander ton même. Voilà, sans me demander. Donc, voilà, j'ai ma petite fluctuation, on va dire. Et j'essaie de gérer ça en faisant du sport. Là, j'ai découvert les jus, donc les jus de légumes, les jus et tout ça, avec la centrifugeuse. Donc, maintenant, j'ai un rapport... j'ai un rapport conflictuel un mois après la naissance de mon fils, parce que je me dis, mais c'est pas possible. C'était catastrophique, quoi. Je peux comprendre. Et maintenant, ça va, je fais du sport, enfin, j'essaie de me gérer, et puis j'essaie de me dire que la beauté intérieure a ses atouts, mais c'est pas facile. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu penses qu'une femme peut être féminine, compétente et légitime en même temps, enfin les trois à la fois? Bien sûr, oui. Je pense que c'est l'essence même de la femme, on peut tout être en même temps, oui. Sauf qu'on ne le sait pas, mais on peut tout être et je pense qu'on est tout en même temps. Ok. Oui. Tu peux en dire plus? Féminine, déjà féminine, chaque femme devrait pouvoir se donner sa propre signification de féminité. Donc il y en a pour qui en basket, jeans, un petit t-shirt, je me dis elles sont hyper féminines et elles le sont. Absolument. Et puis d'autres ont besoin de porter des talons, des mini-jupes, se sentir féminines et elles le sont. Et malheureusement, on a tendance parfois à moduler l'impression de compétence sur la féminité qu'on dégage. Donc il y a des milieux, si on n'est pas féminine au sens générique du terme, on n'entrera pas pour montrer qu'on est compétente. Parce qu'avant, en fait, j'avais un institut de beauté avant de faire tout ça, et je ne suis pas hyper pour me maquiller et tout ça. Et bien donc, je n'avais pas l'air légitime dans mon travail, alors que j'aimais faire ce travail. Mais comme j'avais pas des ongles comme ça et des cils comme ça et tout, voilà, j'ai eu des remarques parfois de clientes qui estimaient que je n'étais pas légitime avant, parce qu'après elle s'est très satisfaite et donc elle revenait. Et par contre, à contrario, il y a des milieux, je dirais même comme la radio, où on doit être un peu plus masculine dans le militantisme, ou si on vient avec des ongles comme ça, des cils comme ça, on ne sera pas légitime parce qu'on va se dire qu'on a rien dans la tête. Qu'il n'y a pas le cerveau. Voilà, qu'il n'y a pas les compétences, il n'y a pas le cerveau, il n'y a pas le leadership, ou il n'y a pas la force nécessaire pour tirer un groupe. Donc je pense qu'il faut laisser les femmes définir leur féminité. Absolument. Et aller au-delà pour voir exactement de quoi elles sont capables, leur laisser faire leurs preuves comme n'importe qui, pas leur en demander plus, pas leur en demander moins, pas les materner non plus, juste les laisser agir, faire leurs preuves et juger sur le résultat. Oui, c'est curieux comment pour la femme c'est très clivé. Ah oui. C'est vraiment sois belle et ferme-la. Voilà. Ou alors si tu es pas féminine, tu es forcément compétente. Oui, voilà. Si tu es pas belle, enfin féminine, non comme, pas féminine, si tu es pas belle, tu es forcément compétente. Compétente, Angela Merkel. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... Encore une fois, en fait, on essaye de nous réduire à quelque chose que nous ne sommes pas. Oui. Et tant que nous n'allons pas nous lever pour dire à haute voix qui nous sommes, ça va continuer à être comme ça. Alors nous avons... Alors coucou Nicolas qui est là, salut Aline, hello Sarah, merci d'être là avec nous ce matin ou cet après-midi. Alors qu'est-ce que tu penses du sexisme? Alors, comme tu l'as dit en début d'émission, étant militante
afro-féministe, je ne peux que m'insurger contre le sexisme. Donc oui. le sexisme, c'est un petit cancer qui gangrène comme ça tous les milieux dans lesquels on évolue, hein, que ce soit professionnel, social, économique. Le sexisme, voilà. On se bat contre le sexisme tous les jours et comme tu l'as dit, ça passe par une réappropriation de notre image et une imposition de notre image, tout simplement. Ouais. Et puis les hommes aussi doivent se remettre un peu en question par rapport au sexisme qu'ils ont intégré et que nous-mêmes en tant que mères, on intègre dans nos fils, Dans l'éducation. Dans l'éducation, Parce qu'il énormément. Il y a des choses qui sont là depuis tellement longtemps qu'on banalise. Je discutais avec mon fils qui a dit quelque chose, et puis après, je ne me rappelle plus ce qu'il a dit, mais après il est revenu, il me dit, mais tu sais que c'est tellement imprégné, c'est tellement dans les mentalités, les cultures, qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on dit quelque chose ou quand on fait quelque chose, si on n'est pas vigilant, même nous les femmes, nous avons comme ça des expressions ou des choses où nous allons faire ou dire, et si on n'est pas vigilant, en fait, on ne se rend pas compte que nous continuons de perpétuer le... Beaucoup. Oui. Beaucoup. Même un petit garçon, enfin mon fils, quand il tombe ou il se relève, je vais pas pleurer, je suis pas une fille. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a plein de... mais on intègre, hein, vraiment on intègre. Quand on parle, on dit toujours frères et sœurs, père et mère. C'est toujours l'homme devant, l'homme au-dessus. Et la femme après. Voilà. Mais bon, on y travaille, donc c'est un travail collectif. Et donc, avec mon fils, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est inscrit dans l'ADN finalement des millénaires de... Enfin, est-ce que finalement, quelque part, il n'y a pas un truc qui... Parce que c'est plus seulement culturel ou... on l'a intériorisé. Oui, mais tellement fort que notre question c'était est-ce que c'est inscrit maintenant dans notre ADN? Non. J'espère que non. On va lutter contre non. Même si c'est inscrit, on va lutter. On trouvera le moyen de le sortir. Alors, est-ce que tu as conscience de ton image quand tu te prépares le matin, par exemple? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer? Non. Non. Quand je me prépare le matin, déjà j'essaie d'être à l'heure. Et puis... D'accord, oui, c'est juste la base. Et quand j'ai le temps, j'essaie de faire un petit truc pour dire quand même que, ok, fais un effort. Mais non, le matin, j'essaie d'être à l'heure. C'est tout ce qui te préoccupe. Ouais, vraiment. Mais tu prends le temps de t'habiller. Ah oui, évidemment, oui, parce que j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. Il n'y a personne qui se balade nu. Voilà. Je ne pourrais pas sortir comme ça. Mais non, le but d'abord, c'est d'arriver à l'heure. Et puis, voilà, si je vois que j'ai du temps, quand je prends le temps parce que je me lève plus tôt, là, je me prépare un peu. Mais je fais attention à mes boucles d'oreilles, ça c'est juste... Ah d'accord, ça c'est ton tous truc les alors. jours, mes boucles d'oreilles, tout ça, c'est voilà. Okay. Mais le maquillage, quand je peux, je le fais. D'accord. Ouais. Alors, comment est-ce que tu te perçois? Comment je me perçois? Je me perçois comme une jeune femme dynamique. Oui. Déterminée aussi, persévérante et voilà, qui a des objectifs bien fixés et qui se donne les moyens de les atteindre. Ok. Wow. Je reviens à l'image. Est-ce que tu t'auto-censures quand tu t'habilles le matin? Oui. Comment? Pourquoi? Comment? Parce que parfois j'ai envie de mettre certaines choses que je ne mettrais pas parce que je me dirais que c'est peut-être un peu osé. Et donc ces choses-là. En fait, j'avais une période robe. Okay. Donc j'avais acheté plein de robes, des belles robes et tout. Oui. Et je me rends compte qu'elles sont peut-être un peu courtes. Ah. Alors je les mets pas. Ou avec des bas vraiment opaques. Bien opaques. Quand il y a une fête où je sais qu'il faut être super habillé, alors là je mets. Okay. Mais donc ça non. Et tu les avais achetées pour quelle occasion ou pourquoi tu les avais achetées les robes? Mais parce qu'à un moment je voulais plus mettre de pantalon, j'en avais marre. Et puis donc j'avais commencé à acheter des jupes et des robes. Les jupes ça va, je les mets encore et tout.
Mais les robes, elles étaient vraiment habillées, quoi. Enfin, je voulais me donner un style habillé. Oui. Et puis, ben, enfin, quand Et on s'habille, finalement... il faut tout suivre, les chaussures et tout. Donc finalement, j'ai arrêté. D'accord. Et je l'aimais pas. Et pourtant, je les aime bien, mais je l'aimais pas. Tu crées une occasion, l'opportunité. Enfin, hier, quelqu'un me disait, mais j'ai cette robe, mais j'ai pas encore trouvé l'opportunité. Et moi, j'ai dit, mais tu sais, ta robe, c'est toi qui crée l'opportunité pour la porter. Ouais, je vais créer une opportunité. Je vais essayer de faire ça. Alors, qu'est-ce que tu fais pour avoir confiance en toi? Alors, eh bien, je repense à un moment de réussite. Donc, il y a des moments quand même dans ma vie où je me suis sentie assez bien dans ce que je faisais. Et quand j'ai besoin de prendre confiance pour faire quelque chose, je repense à ça. Ou des fois, je me fais des petits feedbacks. Je me dis, ok, il y a un an, j'étais là. Est-ce que j'imaginais que je serais là aujourd'hui? Et en général, la réponse est non. Et donc, ça me redonne confiance et je me booste comme ça. D'accord. Oui. Ah. Est-ce que tu as l'angoisse de j'ai rien à me mettre? Ah oui. On vient de parler de tes robes, donc. Et comment tu la gères? Ben, quand c'est au quotidien, ben, j'essaie d'avoir toujours des lessives qui sont bien propres et tout. Donc d'avoir assez de stock. Ok. Mais donc, c'est toujours très classique, il n'y a rien de fou. Ok. Et puis pour les occasions, ben, en général, si je sais que j'ai un événement à telle date, soit je cherche d'abord bien ce que je veux mettre. Oui. Je prépare toujours 2 tenues. Et si je trouve pas, je vais vite au magasin chercher un D'accord. truc. Ouais, D'accord, heureusement qu'on a ça. Ouais, il y a toujours un couac de dernière minute. Qu'est-ce qui t'inspire et te motive à être qui tu es et à continuer de faire ce que tu fais? Alors, ce qui m'inspire, ben, c'est de me dire qu'on vit qu'une fois et que donc ben, il faut essayer jusqu'au bout et voilà. Enfin, je me dis, je n'aimerais pas me retrouver en fin de vie et me dire que mince, j'ai pas essayé quoi, j'ai même pas tenté. Et donc ça me pousse à continuer à faire ce que je fais. Et une autre chose qui m'inspire, c'est de voir des gens parfois autour de moi qui sont pas du tout épanouis dans ce qu'ils font, qui peuvent gagner de l'argent, mais qui ne sont pas épanouis. Et qui me disent, ah mais t'as de la chance, tu fais ce que t'aimes. J'ai dit, oui, j'ai peut-être de la chance, mais je galère bien plus que toi. Bah, oui. Donc et voilà. puis tu as osé aussi. Ouais, j'ai osé, mais je me dis, je pars du principe qu'on a tous quelque chose qu'on aime faire et qu'on ferait mieux que quiconque, sans prétention bien sûr, et que ben, c'est dans cette chose qu'on doit se donner en fait. Et puis après, ben, si en plus ça peut faire du bien aux autres et que voilà, je me dis si d'autres y sont arrivés, je peux y arriver, il faut juste que voilà. Ce sera peut-être un peu plus long, mais ok, j'ai encore du temps, donc... D'accord. Ouais. C'est le mot chance. Les gens qui te disent que tu as la chance, non, tu n'as pas non, la chance. Non, j'ai pas de la chance. Tu as osé faire quelque chose, tu as choisi de faire quelque chose et tu bosses pour arriver à tes objectifs. Tu n'es pas assise derrière ton écran à ne rien faire ou... Non, enfin, le mot chance, ça me fait toujours, ça me hérisse le mais poil. c'est un mot qui revient souvent. Je dis non, c'est du travail. Des fois, je suis fatiguée, des fois, j'en ai marre. En plus, des fois, j'ai l'impression que ça avance pas parce que c'est pas comme je veux. Et voilà, mais je me dis non, Tu continues d'y croire, tu continues de bosser pour faire avancer les choses. Alors, on arrive à la fin. Donc, quel message veux-tu envoyer aux femmes et aux hommes qui nous regardent? Alors, aux femmes... aux femmes, beaucoup à dire, mais que dire pour ne pas avoir l'air de répéter ce que tout le monde dit. Si ça fait du sens. Déjà de prendre en compte ses propres désirs et ses propres souhaits au-delà de tout ce qu'on nous inculque, à commencer par l'éducation. Qui nous ramène à une condition de femme à vie, dès qu'on est petit, petite. Donc voilà, être à l'écoute de ce qu'on veut, oser admettre qu'on le veut, et puis se donner les moyens de l'avoir. Ça, c'est ce que je dirais aux femmes, et l'inculquer à ses enfants si on en a. Et aux hommes, je dirais d'être à l'écoute de ce que les femmes veulent, et les aider à avoir ce qu'elles veulent,
Parce que je pense que quand une femme est comblée, eh bien, elle fera en sorte que tout son entourage en bénéficie et que tout son entourage, en fait, à sa suite aussi se trouve soit comblé et puisse se réaliser. Ça, je suis sûre que c'est génétique. On a ça en nous. Ok, merci beaucoup Acheizo. Avec plaisir, merci Martine. Et merci à vous qui étiez là avec nous. Pour les autres, vous pourrez trouver la vidéo sur ma page Facebook. Et Acheizo a déjà partagé j'ai la partagé vidéo sur ma page aussi, Acheizo Mali, et je partagerai aussi sur la diaspora chuchote. Ok, je vous embrasse bien fort. Au revoir. Soyez gorgeous et passez un très bon week-end. Bisous, bisous. Bisous. Ciao.